C'est une pathologie oculaire rare dont les conséquences sont lourdes si elle n'est pas dépistée à temps. En Afrique, on dénombre près de 1000 cas qui sont recensés chaque année et l'on estime que d'ici 2050, le chiffre pourrait doubler. Vous l'aurez certainement compris, on parle ce matin du rétinoblastome. Et ce sera avec notre expert déjà bien installé sur ce plateau, le docteur Marine Joya, que nous recevons dans un instant le temps de cette respiration. Docteur Marine Joya, épouse Tetmoun, vous êtes ophtalmologue en service à l'hôpital général de Douala, c'est au Cameroun. Bienvenue sur le plateau de Zoom Santé. Merci Madame Potso de nous recevoir ce jour. Et c'est un honneur de vous avoir puisque vous avez accepté valeureusement notre invitation. Nous vous en sommes tellement reconnaissants. À présent, comme vous le connaissez, cette émission a plusieurs articulations et nous allons prendre la toute première qui n'est autre que l'actu santé. Au Ghana, Henri Senyebe Akbemieze, un jeune innovateur de 19 ans dont la passion pour la technologie est en train de transformer la vie des personnes malvoyantes, a mis sur pied un SMART, un appareil visant à faire en sorte que les personnes malvoyantes puissent se déplacer aisément, le SMART 6 Attache. Plus de précisions dans cet élément de Nguéné. Cœur de la vibrante capitale ghanéenne, un jeune prodige de 19 ans est en train de transformer le quotidien des personnes malvoyantes. Henri Senyebe Akbemieze, un innovateur technologique passionné, est l'esprit brillant derrière le SMART 6 Attache, un appareil révolutionnaire conçu pour améliorer les cannes blanches traditionnelles. Nous avons eu la chance de filmer Henri dans son élément alors qu'il programmait et travaillait avec concentration palpable sur son appareil. Pour lui, le SMART 6 Attache est une avancée significative. Nous connaissons tous la vieille canne blanche qu'utilisent les personnes malvoyantes. Cependant, nous proposons un appareil intelligent qui se fixe à cette canne traditionnelle. Ce que fait une canne intelligente, c'est qu'elle améliore la canne traditionnelle dans le sens où elle détecte les obstacles et alerte les malvoyants. Pour l'instant, nous utilisons le retour haptique, c'est-à-dire qu'une personne malvoyante ressent une vibration chaque fois qu'il y a un obstacle devant ou autour d'elle. Ce projet n'est pas le fruit du hasard, mais plutôt d'une mission personnelle née d'une épreuve. Henri révèle que son engagement envers l'innovation inclusive a commencé après avoir survécu à un incendie il y a plusieurs années. Quand j'étais gamin, j'ai été confronté à un incendie il y a 6 ou 7 ans et cet incendie, c'était très crucial. Mais ensuite, je n'étais pas handicapé. Cependant, à cause de la cicatrice, la société m'a étiqueté comme un sauveur. Je ressentais donc la douleur des personnes handicapées, même si je n'étais pas une personne handicapée moi-même. En grandissant, j'ai découvert que j'avais des compétences ou une passion pour la technologie. J'ai donc voulu utiliser ma passion pour servir un objectif. C'est ce qui m'a amené à développer des produits qui ont un impact sur les personnes handicapées. C'est cette détermination à transformer une expérience difficile en une force motrice qui rend son travail d'autant plus remarquable. Cependant, malgré son talent indéniable et la portée humaine de son invention, Henri fait face à des obstacles non négligeables, notamment le financement et le manque de mentorat. Le défi est fondamental, le financement, car nous sommes dans une société où si vous n'avez pas l'argent pour le faire, il devient très difficile d'obtenir le financement ou le soutien nécessaire. Je n'ai non plus eu accès à un ou plusieurs mentors pour me guider tout au long de mon parcours. Voilà donc les défis auxquels j'ai été confronté. Aussi, le fait qu'il s'agisse d'un défi communautaire dans le sens où nos parents ou nos conseils ne soutiennent pas le fait que vous ayez un talent, mais que vous n'ayez pas l'état d'esprit pour l'école.
Henri Senyekbe Akbema Bieze ne compte pas s'arrêter là. Les développements futurs du Smart 6 attache sont ambitieux et prometteurs. Il envisage d'étendre la portée de l'appareil et d'intégrer de nouvelles fonctionnalités cruciales telles que des caméras et le suivi de la tête. Ces améliorations pourraient transformer encore plus radicalement l'autonomie et la défense des personnes malvoyantes. L'histoire d'Henri est un puissant témoignage du potentiel d'innovation qui bouillonne en Afrique. Son travail avec le Smart 6 attache n'est pas seulement une prouesse technologique, c'est une lueur d'espoir pour des milliers de personnes démontrant qu'avec passion et persévérance, les jeunes esprits peuvent réellement changer le monde. En Tunisie, quelques 7000 médecins ont entamé le 1er juillet dernier une grève dans l'ensemble des établissements hospitaliers du pays, selon une note de la responsable adjointe de l'Organisation tunisienne des jeunes médecins. Cette nouvelle mobilisation fait suite à une série de protestations entamées depuis avril face à des revendications professionnelles restées lettres mortes. Le secteur de la santé en Tunisie est sous le point de connaître une nouvelle paralysie. Quelques 7000 jeunes médecins, internes et résidents entameront ce 1er juillet une grève générale dans l'ensemble des établissements hospitaliers publics. L'annonce a été rendue publique samedi 28 par la vice-présidente de l'Organisation tunisienne des jeunes médecins. Le mouvement dénonce le silence du ministère de la Santé face aux demandes de révision de la rémunération des gardes de nuit, de l'exonération de la période de service civil obligatoire ainsi que de l'augmentation de la bourse mensuelle jugée insuffisante au regard de la charge du travail. D'après cette responsable syndicale, cette grève intervient après une série de mouvements de protestation entamés en avril dernier. La crise que traverse aujourd'hui le secteur hospitalier tunisien n'est pas nouvelle. Depuis plusieurs années, les alertes se multiplient, notamment la désertification médicale, la fuite des jeunes diplômés à l'étranger, pour ne citer que cela. Cette grève nationale pourrait avoir de graves conséquences sur le fonctionnement des hôpitaux publics déjà fragilisés par la pénurie du personnel et l'insuffisance du matériel. La mobilisation de 7000 internes et résidents, soit une part importante du personnel soignant dans les établissements universitaires, mettra en péril la continuité des soins. Et au bas de cette édition d'information, les hôpitaux submergés par une augmentation soudaine des cas de dengue, c'est au Bangladesh. Une augmentation fulgurante des cas de dengue, une maladie transmise par les moustiques, plonge le Bangladesh dans l'inquiétude. Les hôpitaux près de la côte sont débordés et la capitale Dhaka n'est pas épargnée, faisant craindre une crise sanitaire majeure. Fonnoira. Des images préoccupantes capturées au Bangladesh ce jeudi montrent des habitants qui font la queue dans un hôpital local, tandis que les salles sont complètement saturées. Des patients alités sont contraints de rester sous des moustiquaires dans l'espoir de limiter la propagation de cette infection potentiellement mortelle. Habituellement moins touchées, les régions côtières du pays sont désormais en première ligne de cette crise. Des milliers de cas de dengue ont été enregistrés cette année à travers le Bangladesh, une situation alarmante qui a pris les autorités et le corps médical de court. Le docteur Nurul Islam, directeur adjoint de l'hôpital Mugda Medical College, lance un appel urgent. Je voudrais informer le public que la dengue est une maladie virale et que les gens sont infectés par la piqûre de moustiques Aedes. Si un patient présente des symptômes de la dengue, notamment la fièvre ou des courbatures, ou s'il soupçonne qu'il a été infecté, il doit immédiatement consulter un médecin. Ils doivent également faire des tests nécessaires immédiatement pour s'assurer qu'ils peuvent se remettre de la dengue, qu'ils reçoivent un traitement au début de l'infection. Selon lui donc, une prise en charge rapide et des tests immédiats sont cruciaux pour assurer un rétablissement. Les hôpitaux sont sous une pression intense. Certains patients sont même soignés à même le sol, tandis que les médecins signalent une pénurie criante de fournitures médicales. Les experts pointent du doigt de manque d'eau potable dans le delta côtier, aggravé par des événements météorologiques extrêmes de plus en plus fréquents, comme cause principale de cette flambée. Un visiteur d'hôpital déplore d'ailleurs. Sur ce plateau de Zoom Santé, nous parlons avec vous ce matin du rétinoblastome, cette maladie oculaire qui touche essentiellement les enfants. Le docteur nous dira pourquoi tout à l'heure. Mais avant, qu'est-ce que le rétinoblastome?
Merci à For You Media de m'accueillir aujourd'hui dans ces studios et de parler de ce sujet très important pour lequel une sensibilisation est nécessaire du moment où ce cancer de l'œil qu'est le rétinoblastome peut être guéri s'il est détecté tôt. Et ce cancer qu'est le rétinoblastome est encore au Cameroun la cause de 69% des décès. Ceci dit, le rétinoblastome est un cancer de l'œil. C'est un cancer de l'œil qui touche les enfants de moins de 5 ans. Et ce cancer se développe à partir du tissu que nous appelons la rétine. La rétine, c'est le cerveau de l'œil, c'est-à-dire le tissu nerveux de l'œil qui nous permet de capter la lumière et donc de voir. On veut comprendre, docteur, la maladie en elle-même, comment et où est-ce qu'elle se forme concrètement? Elle se forme à partir du tissu que nous appelons rétine. Oui. On a dit rétinoblastome, oui. C'est un peu ça, à l'intérieur de l'œil. Oui. Et progressivement va atteindre les autres structures de voisinage et même jusqu'à s'étendre des fois dans le cerveau et ailleurs. Est-ce qu'il y a une explication au fait qu'elle attaque essentiellement les enfants de moins de 5 ans? Non, parce qu'il n'y a pas d'explication spécifique. On sait que le rétinoblastome, à 40% est héréditaire, oui. Et à 60% c'est sporadique, c'est-à-dire que ce n'est pas héréditaire, c'est lié à une mutation de gènes. Donc on ne peut pas expliquer pourquoi spécifiquement les enfants de moins de 5 ans. Dans les formes héréditaires, on peut se dire que l'enfant le développement de la tumeur se fait remarquer plus vite. Et même dans les formes de mutation de gènes, parce que c'est des maladies qui sont liées soit à l'hérédité, soit aux mutations génétiques. Merci de me tendre cette perche, docteur. Vous parlez des différentes formes, j'allais arriver. C'est le lieu ici maintenant d'expliquer un peu mieux en quoi, du moins les différences entre ces formes et quelle peut être la plus sévère. Ok, dans les rétinoblastomes, nous avons les formes qui sont unilatérales, c'est-à-dire qui attaquent juste un œil, et les formes bilatérales qui attaquent les 2 yeux. Ouais. Nous avons les formes qui sont juste localisées à l'intérieur de l'œil, dans la cavité du vitré qu'on dit endophytique, et les formes qui s'étendent un peu plus exophytiques ou bien qui s'étendent plus, on dit trilatérales, c'est-à-dire atteignent un autre organe. Les formes les plus sévères, effectivement, ce sont les formes qui s'étendent et qui attaquent les autres organes. Les formes qui restent à l'intérieur de l'œil sont celles qu'on préfère parce qu'on peut faire un traitement local et épargner, conserver l'œil. On peut faire un traitement local et avoir de meilleurs résultats. Il n'en demeure pas moins que même quand il y a des formes trilatérales, exophytiques et tout, on propose toujours une thérapie qui peut aider le malade et puis peut-être changer le pronostic vital surtout. Et qu'est-ce qui cause ce mal qui fait en moyenne 70% de décès au Cameroun? Est-ce qu'il y aura il y a des causes, il y a des facteurs de risque? Les facteurs sont, comme j'ai dit tout à l'heure, soit si vous avez la forme héréditaire, oui. C'est héréditaire, mais souvent on a des formes où ce n'est pas une hérédité, c'est sporadique, c'est-à-dire c'est venu comme ça, oui. Et on pense qu'il y a une mutation génétique. C'est pour ça que dans les pays développés, lorsqu'on a un rétinoblastome, on fait l'arbre généalogique, on fait l'arbre génétique. On fait le conseil génétique, on envoie le malade pour un conseil génétique pour déterminer quel type de forme cela est. Je pense qu'au Cameroun, nous n'avons pas encore eu la chance de mener ce genre d'études pour savoir si les nôtres sont plus héréditaires ou génétiques ou liés aux mutations. Et tout, et mieux comprendre quel est le problème, qu'est-ce qui peut expliquer peut-être la fréquence dans notre milieu. Donc, il n'y aurait pas comme ça des facteurs externes qui peuvent, à leur niveau, essayer, de près ou de loin, avoir une responsabilité dans ce mal? On peut avoir des facteurs externes, mais qui n'ont peut-être pas encore été démontrés. C'est-à-dire que si on a une maman qui peut-être au cours de sa grossesse fait des irradiations à quelque chose, ou bien, parce que c'est dans presque tous les malformations, les tumeurs de l'enfant qu'on retrouve ces facteurs externes, oui. C'est-à-dire selon ce qu'on consomme de toxiques ou bien selon ce qu'on peut faire lorsqu'on fait le suivi de notre grossesse. Mais dans ce cas précis, nous n'avons pas retrouvé d'études qui lient ces facteurs au rétinoblastome. Et maintenant, comment donc reconnaître les signes du rétinoblastome? Le rétinoblastome, c'est une tumeur qui peut être reconnue par la maman, par l'entourage, par tout le monde. Oui.
L'enfant qui présente, à l'œil de tout le monde, il y a ce petit rond noir que nous voyons tous dans nos yeux. Lorsqu'on nous fait une photographie avec flash, il se transforme même en rouge, le reflet. Et donc, chez l'enfant qui présente un rétinoblastome, on a un reflet de pupille blanchâtre. Blanchâtre, comme nous appelons en médecine le cocori. Le reflet de la pupille, au lieu d'être rouge, ou bien au lieu d'être le petit rond noir, nous voyons qu'il devient blanc. À l'époque, on qualifiait souvent nos photographes de mauvais photographes quand on avait ce style de point dans l'œil une fois qu'on regardait nos photos. Justement, c'est une alerte, il faut alerter. Et on a souvent ces enfants qui ont des yeux qu'on appelle œil de chat. C'est-à-dire, ils brillent, ces yeux brillent dans la nuit. Parce que c'est le reflet du rétinoblastome, du cancer de l'œil, de ce reflet pupillaire qui, dans la nuit, brille. Et souvent, chez les mamans, on leur dit de voir. Des fois, ces reflets qu'elles voient changent. Elles le voient un temps, après ça a disparu, après ça réapparaît. Et change même aussi en fonction des positions de l'enfant. Et cet aspect brillant de reflet de la pupille la nuit est un signe d'alerte. On a aussi des enfants qui ont les yeux qui louchent. Longtemps, on a cru que les yeux qui louchent, c'est des sorciers. C'est des gens bizarres, c'est un truc qu'on a lancé, mais non. C'est des signes d'alerte de maladies ophtalmologiques et même de rétinoblastome. Les yeux qui louchent, c'est-à-dire qui dévient. On a aussi les enfants qui présentent des yeux qui gonflent de façon inexpliquée, qui sont rouges et qui présentent des masses. On dit aussi qu'on a lancé, c'est mystique et tout, mais non, c'est un signe d'alerte. Il faut consulter au plus tôt dans un centre où il y a un médecin ophtalmologue. Sinon, un technicien supérieur en ophtalmologie qui peut poser le diagnostic ou bien déclencher l'alerte au moins. Merci docteur. On va marquer un arrêt à présent pour prendre la chronique du docteur. Cette fois-ci, on s'en va avec le docteur Djembe qui est neurologue, qui essaye de nous donner ample information sur les troubles neurologiques chez l'enfant. Quand est-ce qu'il faut consulter ? Alors, nous allons parler rapidement du thème concernant les signes neurologiques, surtout chez l'enfant. Qu'est-ce qui peut amener un parent à consulter son enfant pour voir un médecin généraliste et peut-être le neurologue? Alors déjà, il faut déjà définir les troubles neurologiques. Les troubles neurologiques, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de signes et symptômes qu'on peut développer dès qu'on a une affection du système nerveux, c'est-à-dire une affection du cerveau, une affection de la moelle épinière ou bien des nerfs périphériques. Mais généralement, en pratique habituelle, c'est les affections du système nerveux central, généralement le cerveau. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a déjà deux types de signes qui peuvent amener un parent à amener son enfant se faire consulter pour voir le médecin neurologue. Les premiers signes, c'est ça qu'on appelle des signes comportementaux. Les deuxièmes signes, ce sont les signes du développement, c'est-à-dire pour le développement, déjà ça commence dès le bas âge. Est-ce que l'enfant étant bébé a une attitude correcte? Est-ce qu'aux environs de 6 mois, 9 mois, 1 an, 2 ans, est-ce qu'il se met debout? Est-ce qu'il s'assoit? Est-ce qu'il parle convenablement? Est-ce qu'il fait les mots convenablement? S'il commence déjà à être scolarisé, est-ce que son comportement en milieu scolaire est normal? Est-ce qu'il joue comme les autres enfants? Est-ce qu'il adopte des attitudes qui sont, on peut dire, inadaptées? Est-ce qu'il ne joue pas? Est-ce qu'il est très agressif? Est-ce qu'il est très replié sur lui-même? D'accord. Généralement, les signes et les symptômes, c'est ça. C'est principalement des anomalies qui vont faire ramener la maman pour dire que peut-être docteur, l'enfant, il a 1 an, mais il ne parle toujours pas. Il a 1 an, il ne marche toujours pas. Il est scolarisé, mais on a des difficultés scolaires. Il a des difficultés à évoluer sur le plan scolaire, ainsi de suite, ainsi de suite. Les deuxièmes signes, ce sont les signes comportementaux, comme on l'a dit, et les signes du développement. Est-ce que c'est un enfant qui se plaint constamment de signes neurologiques, c'est-à-dire est-ce qu'il a des maux de tête parfois? Est-ce qu'il fait des pertes de connaissance? Est-ce qu'il fait des crises convulsives? C'est ça qu'on appelle encore crise épileptique. Il tombe, il fait des convulsions, il a des révulsions oculaires, il a de la bave qui sort de la bouche. Et s'il fait ça constamment, est-ce qu'il ne se sent pas bien? Donc généralement, ce sont ces signes-là.
Donc pour les enfants en bas âge, c'est-à-dire les bébés, les nourrissons et les petits-enfants, on va dire de la naissance jusqu'à 5, 6, 7 ans, ça peut être ce panel de signes. D'accord? Il n'a pas marché quand il était plus jeune, il a des difficultés à marcher, il a maintenant 6 ans, 7 ans, il ne parle toujours pas, il est en retard par rapport à ses camarades, il a du mal avec les leçons, il ne se comporte pas bien, il est agressif, il est replié sur lui-même, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, si vous constatez ça, quels sont les petits conseils qu'on peut se permettre de vous donner? Première des choses, il faut déjà faire consulter, amener l'enfant pour voir un médecin, pas forcément le médecin neurologue du couple, mais déjà voir au moins un médecin qui va permettre de réduire un peu le champ des diagnostics. Est-ce que c'est une affection générale? Est-ce que c'est une affection neurologique en particulier? Et de ce fait, il va peut-être orienter la famille et l'enfant pour voir le médecin adapté. Ça peut être le pédiatre, ça peut être le médecin neurologue, ça peut être le neuropédiatre, ainsi de suite. Et en fonction de ça, dès qu'on a le malade devant nous, on prend les décisions qui s'imposent en fonction de son état clinique. Si vous n'êtes pas dans les disponibilités de voir un médecin rapidement, il y a néanmoins des signes d'urgence qui font en sorte qu'il faut consulter rapidement. Le premier signe, c'est si les manifestations comportementales sont importantes, l'agressivité, le repli sur soi, certaines conduites sociales, la mutilation par exemple, ce genre de choses, il faut rapidement chercher à consulter. Si l'enfant fait des pertes de connaissances fréquentes, il perd connaissance, il tombe, il s'évanouit, il faut chercher à consulter. S'il fait des crises convulsives, d'accord, il tombe, il s'agite, fait des convulsions, des révulsions oculaires, ce qu'on appelle généralement les yeux qui montent, de la salive aussi, il faut emmener rapidement l'enfant à l'hôpital. S'il fait ces événements devant vous, pas d'inquiétude, vous mettez le malade, vous le mettez en position de sécurité, c'est-à-dire vous le couchez sur le côté, vous éloignez les objets dangereux, les couteaux et ainsi de suite. Pas de choses dans la bouche, mettez pas les choses dans la bouche. Et puis vous attendez que la convulsion s'estompe, ça va s'estomper, il va ronfler un peu, respirer fort et puis il va se réveiller. Et puis vous amenez donc l'enfant à consulter dans les plus brefs délais. Donc pour les troubles neurologiques, c'est un peu ça. Est-ce qu'il y a des anomalies du comportement ou bien est-ce qu'il y a des anomalies où l'enfant ne sait pas, vous avez l'impression qu'il est en retard par rapport à ses camarades? Est-ce qu'il y a des anomalies que le maître a remarquées? Est-ce qu'il y a des anomalies que les familles, peut-être si vous avez laissé l'enfant chez un proche, d'accord, dans ce cas, si vous constatez ça et que c'est fréquent, il faut ramener l'enfant consulter pour voir un médecin généraliste et peut-être un neurologue si besoin est. Je vous remercie. Merci d'être toujours avec nous pour cette seconde partie de ce temps d'antenne, toujours en présence de notre spécialiste, le docteur Marie Njoya Tekmoun, ophtalmologue à l'hôpital général de Douala. Docteur, nous entamons à présent cette seconde partie consacrée à la prise en charge dans sa globalité. Nous vous demandons comment on pose le diagnostic d'un rétinoblastome. Est-ce que c'est a priori ou alors plus d'éléments entrent en jeu? Effectivement, pour le diagnostic du rétinoblastome, mis à part les signes que nous avons évoqués tout à l'heure, reflet pupillaire blanchâtre, l'œil qui dévie, l'œil qui gonfle ou une masse à l'œil qui devient inflammatoire, il est question après de faire, si on n'a pas accès à une IRM, parce que l'IRM nous permet quand même de voir le nerf optique mieux, on fera un scanner orbito-cérébral pour voir aussi s'il n'y a pas la forme trilatérale, c'est-à-dire la tête du cerveau. Ou si on n'a pas les deux, parce que ce n'est pas souvent fréquent d'avoir tout ça là dans les contextes, on pourra faire une échographie oculaire quand même, qui nous permettra de différencier ce rétinoblastome de la cataracte, parce que le reflet pupillaire blanchâtre, ça peut être rétinoblastome, tout comme ça peut être la cataracte. Ce qu'on souhaiterait le plus, c'est que ce soit la cataracte. Donc on peut faire ces différentes imageries-là, c'est-à-dire un scanner ou une IRM, si on n'a pas assez, au moins une échographie oculaire. On peut faire aussi des examens indirects qui permettent de partager un peu qu'est-ce que c'est, qui sont des examens, comme on dit, d'extension, peut-être une numération, formule sanguine, avec frottis sanguin et tout. Mais le bon diagnostic serait de faire une IRM qui nous montrerait l'extension de la tumeur
et qui nous dirait quel type de tumeur on a et qui pourra nous aider à classifier la tumeur, ou alors de faire au moins une TDM, un scanner, ou alors au pire des cas, d'essayer au moins l'échographie oculaire pour la différence avec la cataracte. Quand le diagnostic est posé, une fois que les résultats du diagnostic sont obtenus et que malheureusement ou alors on découvre que c'est un cas de rétinoblastome, comment se fait donc la prise en charge? Elle est multidisciplinaire ou ça incombe seulement l'oncologue ou alors l'ophtalmologue? En réalité, le rétinoblastome est une tumeur qui nécessite une prise en charge multidisciplinaire. On a l'ophtalmologiste, si on est dans d'autres pays, qui est spécialisé dans l'oncologie oculaire. On a l'oncologue pédiatre même, parce que souvent, il faut administrer de la chimiothérapie à cet enfant. Et c'est l'oncologue pédiatre qui nous permet de faire l'administration selon les quantités, de voir les effets secondaires, de pouvoir les juguler chez l'enfant. Donc, normalement, la prise en charge est multidisciplinaire. Lorsqu'on pose le diagnostic, il faudrait un examen de pédiatre, l'oncologue pédiatre si on en a, et l'ophtalmologue pour qu'ensemble ils décident de quel type de thérapie pourront faire à cet enfant. Mais ça, c'est le cas, à vous entendre, on a comme l'impression que c'est des cas qui sont détectés tôt. Lorsqu'ils sont détectés tôt, c'est-à-dire qu'ils sont localisés juste à l'œil et dans une certaine partie, on peut faire des chimiothérapies intraoculaires, c'est-à-dire on injecte dans l'œil pour tuer, comme on peut dire en français simple, la tumeur. Et l'enfant peut guérir, donc il n'a pas besoin d'autres types de traitements. Mais lorsqu'ils sont détectés un peu tard et qu'ils ont déjà envahi tout l'œil et ont atteint le nerf optique, souvent on est obligé de faire soit une chimiothérapie avant et d'enlever l'œil après, soit d'enlever l'œil et de continuer avec la chimiothérapie. Mais lorsque ça atteint le nerf optique, ça nous amène souvent la plupart du temps à enlever l'œil parce qu'on est à remplacer cet œil par une prothèse oculaire. Et dans ce type de cas, le pronostic de l'enfant, est-ce qu'il est encore vraiment... Normalement, lorsqu'on le traite, c'est-à-dire on enlève l'œil lorsqu'il atteint le nerf optique et on remplace par la prothèse, on est en mesure de penser qu'on peut conserver le pronostic vital parce qu'il y a un côté pronostic vital qui est en jeu de cet enfant-là. Oui. Les formes qui nous posent souvent un problème, ce sont les formes à extension lorsqu'il dépasse l'œil. Et qu'on est obligé, et avec l'oncologue pédiatre et avec tout ce qu'il y a comme staff, de régler le problème et d'avoir peur que le pronostic de l'enfant soit mis en jeu. Ce sont ces formes-là qui causent souvent le problème. Mais lorsqu'ils sont détectés tôt, on peut les prendre en charge, souvent même de façon locale et de façon efficace. L'Organisation mondiale de la santé insiste sur l'importance du dépistage précoce car un diagnostic et un traitement rapide permettent d'améliorer considérablement le pronostic de l'enfant, comme vous le disiez. Mais à votre niveau, qu'est-ce qui cloche des fois? Qu'est-ce qui peut être comme des difficultés à atteindre vraiment ce cap-là dans notre contexte? Oui, les difficultés dans notre contexte sont de plusieurs autres. Nos patients, comme dans la plupart des maladies que nous rencontrons au quotidien, ont un problème d'éducation à la santé. D'où ces émissions de sensibilisation qui sont importantes. Beaucoup de personnes ne savent pas, beaucoup de personnes ignorent, beaucoup de personnes ne pensent que peut-être que c'est un problème qui n'existe pas, qui est bizarre, qui est étrange. Donc il y a ça, l'ignorance. Deuxième autre problème, c'est que l'accès aux spécialistes aussi, ce n'est pas aussi évident que cela. Et donc, la plupart des patients consultent d'abord dans les centres de santé où des traitements sont essayés. Les colis dans l'œil, les tentatives d'injection même dans l'œil de tout ordre. Et ce qui pose encore un problème de régulation de ce que l'on doit faire dans notre contexte en matière de santé. Et le troisième problème, c'est les moyens financiers. Les moyens financiers. D'où nous pouvons que louer la politique de couverture santé universelle parce que ça cause un problème chez les patients. Lorsqu'on pose le diagnostic et qu'on demande un scanner ou une IRM, les patients n'ont pas de moyens financiers pour pouvoir réaliser souvent cet examen-là. Pourtant, c'est des examens qui permettent de guider la thérapeutique. Ensuite, on a un problème d'accès même au traitement. Lorsque vous avez même déjà posé le diagnostic et tout, il faut la chimiothérapie, il faut instaurer un protocole. L'enfant doit se retrouver dans un centre où il peut
à la fois bénéficier d'une surveillance par l'oncologue pédiatre ou ne serait-ce qu'un pédiatre et prendre sa thérapie. Souvent aussi, ce n'est pas évident parce qu'on n'a que quelques centres de prise en charge au Cameroun qui ne se sont pas encore généralisés. Dans le nord, nous avons le centre Meskin qui est à l'extrême nord à Maroua. Et là-bas, il y a un médecin qui est spécialisé en oncologie oculaire, Dr Fopo Sinelli. On a aussi à Gaoundéré, à Garoua, on n'a presque pas de centre, déjà dans le nord, parce que là, c'est l'extrême nord. Oui. En Gaoundéré, on a un centre tenu par une expatriée pour la prise en charge de ces cas. À Yaoundé, on a Maghrabi, ICO, que tout le monde connaît. À Douala, on a les bingos, les centres confessionnels qui prennent en charge, mais qui ne sont pas partout. Donc souvent, l'accès au traitement pose un problème aussi dans la prise en charge. Vous parlez bien d'accès au traitement et beaucoup pensent également que les coûts parfois peuvent donner des céphalées et sont toutefois faits dans la langue de bois. À combien peut, du moins dans quelle fourchette peut se tenir le traitement d'un cas de rétinoblastome dans notre contexte? À vrai dire, je n'ai pas une idée précise du prix parce qu'une fois que le scanner est fait et que même les chimios sont lancés, c'est en fonction de la réponse thérapeutique que les traitements sont souvent adaptés. Mais ce qui est sûr, c'est que le problème de coût peut se poser. Ça peut se poser et c'est pour ça qu'il faut batailler pour que les soins ophtalmologiques et même ce genre de traitement entrent dans la deuxième phase peut-être de couverture santé universelle. Oui. Parce que vous savez que la première phase, les soins ophtalmologiques ne sont pas concernés. Donc il faut continuer à faire le plaidoyer. Oui. Et encourager, parce qu'on n'a pas de plaidoyer sans chiffres, encourager les centres aux statistiques, aux recherches, pour qu'on puisse avoir des moyens de faire des plaidoyers pour que la prise en charge de cette maladie soit accessible. Le centre de Meskin le fait déjà un peu parce qu'ils sont aidés par certaines organisations qui aident à payer les soins aux enfants, mais ce n'est pas tous les centres. Ce n'est pas tous les centres, ce n'est pas évident. Donc je pense que le plaidoyer pour que ce genre de pathologie bénéficie d'une subvention de prise en charge ou d'une aide est nécessaire. Docteur, une question, un peu une parenthèse. Vous avez également fait l'extrême nord, comme vous le dites, la partie septentrionale du pays. Est-ce qu'il y a une différence? Je pose la question, est-ce que de partant de cette région-là à cette région du sud, le Grand Sud, est-ce qu'on observerait peut-être des cas un peu plus prononcés d'un côté que l'autre? Je ne pense pas qu'il y ait des cas plus prononcés. Je pense que la partie septentrionale, le problème serait que les patients ont un retard à la consultation. Oui. Dû peut-être, ça pourrait être dû au niveau scolaire de certains parents qui n'ont pas accès même à la sensibilisation pour savoir que ça, c'est un cas, il faut consulter. Aux freins culturels même souvent, parce qu'on a des cas où on a dit à la maman non, essayez d'aller à Meskin pour la consultation. La maman dit non, je ne peux pas aller sans l'autorisation du papa. Ensuite, non, on pense que peut-être que c'est quelque chose qui a été fait ici, on va d'abord le régler au niveau du tradipraticien, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça peut être ça le problème, mais je ne pense pas qu'il y ait une différence de cas dans les deux parties du Cameroun où tous les patients sont des Camerounais, donc ont presque le même problème posé. D'accord. Nous sortons déjà de ce programme, mais avant de prendre la partie conseil, on aimerait également savoir, parce que les téléspectateurs aussi se posent cette question, surtout dans ce processus de traitement, on entend souvent parler des prothèses. Est-ce que ces prothèses qu'on implante dans la rétine, du moins le creux, est-ce que ces prothèses viennent ainsi redonner la vue aux patients ou elles sont juste là pour, de manière esthétique? Les prothèses que l'on met lorsqu'on enlève l'œil ont plusieurs objectifs. Le premier, c'est esthétique, évidemment, parce que quand même, c'est mieux d'avoir, c'est plus présentable pour un enfant surtout, quand on a énucléé, d'avoir une prothèse oculaire que d'avoir un œil vide. Et le deuxième aussi, il est fonctionnel, parce que si on ne met pas la prothèse, l'œil rentre en tige, c'est-à-dire l'œil se rétrécit et devient plus petit. Donc, le fait de mettre la prothèse, ça conserve la cavité, ça permet que l'œil ne rentre pas en tige. Mais cette prothèse,
pour le moment, ne permet pas encore aux patients de voir, d'utiliser cette prothèse pour la vision. Bien que de temps en temps, on dit qu'il y a des développements d'applications ou avec l'intelligence artificielle, il y a des choses qu'on peut faire pour stimuler la vision ou bien au moins se mettre des prothèses peut-être qui pourraient aider à voir. Pour le moment, les prothèses là sont plus à but esthétique et puis à but de conserver la cavité oculaire. Vous disiez tantôt qu'il y a également des méthodes novatrices qui ne sont pas forcément rencontrées au Cameroun ou peut-être même en Afrique. Quelles sont ces méthodes-là et comment est-ce qu'elles optimisent un peu le traitement? Oui, on a la cryothérapie, le laser diode et d'autres traitements physiques de rétinoblastome qui ne sont pas forcément accessibles dans notre milieu, qui pourraient aider dans les formes localisées, dans les formes intraoculaires de la prise en charge et puis améliorer certains pronostics que nous n'avons pas, que nous ne faisons pas pratiquement au quotidien. Et même la chimiothérapie intraoculaire et même intra-artérielle par la terre ophtalmique, ce n'est pas encore trop pratiqué dans notre milieu, pas dans tous les centres en tout cas. Ça pourrait aider à optimiser les traitements. Mais il faut dire que on ne sait pas si on doit dire que comme ce n'est pas accessible ou comme ce n'est pas fréquent chez nous, ça pose un problème parce que la plupart des patients que nous recevons, c'est quand c'est au stade tardif. Donc, c'est des patients qui nécessitent la plupart des chimiothérapies systémiques avec des traitements d'énucléation plus que des traitements localisés. C'est pour ça que chez nous, bon, bien qu'il n'y ait pas, ce n'est pas forcément un signal d'alarme. Le signal d'alarme serait le dépistage précoce de cette tumeur pour améliorer la prise en charge. Docteur, vous avez dit à l'entame de ce programme qu'il existait deux formes de rétinoblastome, notamment celle héréditaire et des formes sporadiques. Il est clair que sur des formes héréditaires, on ne peut rien faire, elles sont là. Mais pour ce qui est des formes sporadiques, est-ce qu'il y aurait des comportements que des mamans, des femmes enceintes pourraient adopter pour limiter un peu le cas? Des formes sporadiques. Ouais. Je pense que les comportements conseillés, c'est un peu les comportements dans toutes les autres pathologies. Parce que vous savez que même à part le rétinoblastome, il y a des enfants qui naissent avec la toxoplasmose congénitale, c'est-à-dire parce que durant la grossesse, la mère n'a pas fait de suivi, elle n'a pas fait d'examen pour être prise en charge. La mère peut-être est tabagique, alcoolique. C'est des comportements généraux qui pourraient aider dans la conservation ou bien la santé de l'enfant, qui sont des comportements qui sont conseillés par les gynécologues. Mais très spécifiquement au rétinoblastome, les conseils alimentaires, c'est les conseils généraux, de manger des fruits, de prendre des antioxydants, de bien cuire les viandes, mais ça, ce n'est pas spécifique au rétinoblastome. C'est des comportements que nous conseillons de façon générale à toutes les mamans pour avoir une bonne santé de l'enfant. Est-ce que vous ne pensez pas qu'au niveau aussi des visites, on sait, avant l'accouchement, il y a ce qu'on appelle les visites prénatales, mais après l'accouchement, il y a toujours ces visites qui continuent, des vaccins qui sont administrés. Vous ne pensez pas aussi que dans ce processus-là de counseling, est-ce qu'il n'est pas temps aussi pour qu'on ait une étape où consacré à l'ophtalmologue pour qu'il essaie aussi d'examiner les yeux des enfants, parce qu'on voit souvent dans ces centres-là, on pèse l'enfant, on prend ses paramètres, mais on oublie un peu ce côté-là. Est-ce qu'il n'est pas aussi temps de mettre cela à la page? Vous avez parfaitement raison, d'autant plus qu'il y a 2 ans, un séminaire avait été organisé à Ebolova par le professeur Ndom, qui est le premier oncologue du Cameroun, et le professeur Bella, qui est aussi une des pionnières en ophtalmologie, pour sensibiliser et les pédiatres et les ophtalmologues sur la sensibilisation dans des lieux comme les lieux des portes d'entrée de l'hôpital, comme les consultations de pédiatrie, les vaccinations et puis le reste. Mais le problème de mettre en place cela, ce serait déjà d'avoir accès aux moyens de sensibilisation, qu'on ait tous des prospectus à distribuer aux mamans qui viennent, qui montrent l'œil reflet blanchâtre, qui montrent l'œil qui dévie en consultation
en vaccination dans tous les centres de formation. Ça devrait être implémenté parce qu'une formation a été faite là-dessus pour que tous ces personnels puissent détecter tout seuls quand on a besoin de référer d'un spécialiste, puisqu'on n'en a pas partout. Et en plus, maintenant, il y a une jeune association des jeunes ophtalmologues du Cameroun qui s'est décidée à faire des vidéos de sensibilisation en langue locale pour sensibiliser aussi dans ce sens-là. Donc, je pense qu'il y a des processus qui sont mis en place, mais qui devraient être améliorés dans les vaccinations, les centres de vaccination, les centres de consultation de pédiatrie. Ce genre de message devait être passé, même si ce n'est pas par l'ophtalmologue, mais par tous les personnels aux mamans, pour pouvoir sensibiliser et atteindre l'objectif de dépistage précoce. On espère, nous également, on croise les doigts que vraiment cette sensibilisation puisse avoir pignon sur rue, que ça puisse s'étaler davantage. Parce que, comme on le dit, l'épineux problème ici, c'est le manque d'information. Beaucoup de mamans ne sont même pas au courant de ce que peut exister une maladie qu'on appelle le rétinoblastome. Parce que j'en veux pour preuve, j'en ai interrogé quelques-unes, elles ne sont pas au courant de cette maladie. Mais quand vous essayez de donner un peu les signes, c'est là où elles se rappellent que non, j'ai déjà peut-être vu ça quelque part. Donc, la sensibilisation reste encore le lettre mot. Vous l'avez écouté de la bouche du docteur. Ils sont responsables à 79% des cas de décès. Ça veut dire que le problème est sérieux. On compte également sur nos dirigeants et on sait combien notre ministre de la Santé est vraiment en plein pied dans les questions de santé dans le pays. On espère que dans les années à venir, on ne sera plus à 79% et que ce pourcentage aura véritablement baissé. Merci, Dr Marine Djoya, d'être passée par ici. Merci à tous nos téléspectateurs. Merci à ceux qui ne manquent pas de nous envoyer les messages d'encouragement et même des messages d'amendement. Nous en prenons compte. C'est parce que vous êtes là que nous sommes là. Merci à la partie technique et à la semaine prochaine pour notre numéro.